C'est pas faute moins si qu'aime chagrin. Y a lavé cercueil devant cathédrale. Ti fi ti garçon marché dos à dos. Si soleil levé y a roulé ses sauts. C'est pas faute moins si qu'aime chagrin. Y a lavé cercueil devant cathédrale. Ti fi ti garçon marché dos à dos. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Lionel Trouillot. On vient d'entendre un poème de Lionel Trouillot, qui est aussi poète, on en parlera dans cette rencontre, et qui a été adapté en musique par Wouli Saint-Louis-Jean, qui est un musicien et une voix indispensable en Haïti et ailleurs, puisque maintenant, comme beaucoup d'Haïtiens, il vit ailleurs. Et voilà, donc aujourd'hui, nous sommes, comme vous le savez, le 7 février. Alors pour nous, voilà, c'est le 7 février. Pour les Haïtiens, c'est quand même un jour un peu particulier. Il aurait dû être un jour particulier. C'était le jour d'élection qui devait donc en finir avec ce conseil présidentiel de transition au pouvoir depuis 2 ans et qui n'y a rien fait, en gros. Et on dit que des élections auront lieu en août, et en attendant des navires américains. Comment ? Tu dis, on dit que les élections auront lieu en août. Je demande, qui est on ? Ah oui. Alors, on va dire le gros mot, c'est-à-dire l'international. Voilà. Et en fait, donc, évidemment, c'est sûr qu'elles n'auront pas lieu non plus en août. Et en attendant, il y a des navires américains qui croisent dans la baie de Port-au-Prince. Mais je voudrais faire comme Lionel Trouillot dans une des chroniques qu'il avait données juste après le séisme. Et une des chroniques commençait par « Commençons par le positif ». Alors on va commencer par le positif. Et d'ailleurs, on pourrait reprendre comme ça des phrases de l'œuvre de Lionel Trouillot. Je pense à celle qui dit « De l'usage de notre présence au monde ». Ça, c'est une phrase qu'on peut se répéter toute la vie, en fait. Il y a aussi des titres, Lionel Trouillot, qu'on peut se répéter, et tout ça fait une œuvre. Alors, une œuvre, c'est un gros mot pour lui aussi, parce qu'il ne parle que de petits livres. Et c'est une œuvre où il a donné la parole aux aînés, aux enfants des héros, aux adolescents comme le Charlie de Yan Valou. Et surtout, il a dit une autre phrase, que peut la littérature devant les grands malheurs ? Rien. Mais surtout pas se taire. Donc voilà, comme il y a quand même pas mal de grands malheurs en ce moment, voilà. Et puis c'est pas un jour comme les autres, parce que Lionel Trouillot a réussi à quitter son pays et à arriver jusqu'ici. Va savoir comment il va rentrer, par le même chemin. Même chemin. Voilà. Et ce chemin, en 2 mots ? Bien, bonsoir déjà. Puisque l'aéroport de Port-au-Prince est fermé, il n'y a que par le Cap qu'on peut laisser Haïti. Donc il faut arriver au Cap. Et il est plus difficile d'arriver au Cap que de laisser Haïti à partir du Cap. Il faut soit un petit avion qui coûte les yeux de la tête, soit un hélicoptère qui coûte aussi très cher, même si, dans certains cas, on peut avoir accès à l'hélicoptère de la mission des Nations Unies. Donc il y a l'hélicoptère de la protection civile qui est géré par le gouvernement, il y a l'hélicoptère des Nations Unies, et puis il y a des hélicoptères privés. Donc il y a souvent des chances que ces hélicoptères ne partent pas à l'heure, voire à la date prévue. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. On était dans l'air et le pilote a dit pas de visibilité pour atterrir au Cap, retour sur Port-au-Prince. C'est pas une sensation très, très agréable. Mais pouvoir sortir, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des urgences médicales, familiales, pouvoir sortir, même si c'est un peu une galère, il faut reconnaître que c'est un privilège. Ce sont vraiment les privilégiés qui peuvent aujourd'hui laisser Haïti. Et puis, c'est pas un jour non plus comme les autres, parce que est paru donc tout récemment en janvier là, ce bréviaire des anonymes. Et en fait, on va comprendre que c'est pas un livre comme les autres. Enfin,
mon point de vue, et je me permets de l'exprimer parce que j'ai lu tous les livres de Lionel Trouillot, je pense que c'est un livre qui, au fond, est un bréviaire de la littérature selon Lionel Trouillot. Et il est vraiment tout à fait exceptionnel. Alors on va parler de ce roman, on va parler un peu de poésie parce que tout a commencé quand même par la poésie, je crois même en créole. C'était Dépalé, comment? Oui, le premier livre que j'ai publié, c'est un livre que j'ai fait en collaboration avec mon ami Pierre-Richard Narcisse. On devait avoir 20 et quelques années. Moi, je suis plus âgé que lui. Lui était vraiment très jeune. Et donc, on voulait essayer d'introduire un peu de modernité dans l'écriture poétique en créole. À l'époque, on peut dire que dans cette quête de modernité, il n'y avait que la formidable aventure de Georges Castera. Pour le reste, la poésie d'expression créole avait tendance à beaucoup citer la langue. C'était des choses du genre coq l'a chanté, cocorico, bruit claré, poni en ian. C'était les proverbes, et puis il y avait une sorte de peur d'exprimer l'intériorité. Donc on était jeunes, donc un peu prétentieux. Donc on a voulu, mais tout en sachant que ce qu'on faisait, c'était quelque chose d'expérimental. Je dois dire qu'on a tous les deux été étonnés par la fortune de ce livre. Sans fausse modestie, en ce qui concerne ce livre, ça a été l'un des livres les plus imités dans l'écriture poétique en créole. Aujourd'hui encore, les jeunes qui fréquentent l'atelier, on voit que... Et c'était quoi? C'était une quarantaine de poèmes, un livre imprimé à compte d'auteur à 500 exemplaires. Au fait, il n'en est sorti que 300 parce que le soir où on allait chercher ce livre chez l'imprimeur, c'était les imprimeries Fardin qui osaient publier des livres qui ne plaisaient pas à la dictature. L'imprimerie se situait à Fontamara et on avait exactement $500. Alors à l'époque, c'était encore l'équivalence 5 gourdes pour $1. Donc on avait $500. Et alors il y a ce qu'on appelle les cafés, je ne sais pas comment appeler ça, les lieux où il y a des prostituées, il y a de la musique. Et puis Pierre-Richard et moi, on s'est arrêtés. C'était avant l'imprimerie, on s'est arrêtés. Quand on est sorti, on n'avait plus que $300. Donc, puis voilà, on a amené les livres comme ça, même pas dans des cartons, dans des sortes de sacs. Puis voilà, c'est un livre qui a eu une... Vous en avez toujours un exemplaire ou quelques-uns? Il a été réédité. Réédité, d'accord. Il a été réédité et le texte chanté par Ouli, c'est un poème de Dépalé. C'est-à-dire qu'il y a eu 20 poèmes de Dépalé qui ont été mis en musique. Par Ouli Saint-Louis-Jean, par Daniel Coulange, par Mano Charlemagne. Et c'est un livre très, très souvent cité qui a quand même peut-être il faut essayer les choses. Alors, vous avez aussi, juste après, vous avez en fait écrit Les Fous de Saint-Antoine. Alors lui aussi, il a été, je crois, contre votre volonté, réédité aux éditions C3 Éditions en Haïti, parce qu'on ne l'a pas, nous, celui-là. Et ça, c'est le premier roman de Lionel Trouillot. Et il est assez important parce que dans le genre bréviaire des anonymes, c'est-à-dire déjà donner la parole aux anonymes, il correspond à une expérience biographique importante, puisque c'est ce quartier de Saint-Antoine, finalement, où vous habitiez. Et tout d'un coup, vous avez découvert une population que vous ne connaissiez pas. Est-ce que ce moment-là, il a été absolument fondateur de toute votre littérature, ou alors c'est la légende qui... Oh, je pense que c'est la poésie. Je pense que le moment fondateur, c'est le moment de Dépalé. Les Fous de Saint-Antoine, c'est venu un peu plus tard, pas tant biographique. En fait, ce sont des choses dont j'ai été témoin. Puisque j'ai vécu à Saint-Antoine, donc j'ai rencontré la plupart des personnages, comme je le dis souvent, et je ne mens pas, je n'ai pas beaucoup d'imagination, et des choses qui peuvent paraître... Ça m'étonne toujours, les gens lisent des choses et ils disent « Tiens, c'est beaucoup d'imagination, ça va quand même un peu loin », alors que moi, ce que j'ai vu dans la réalité, ça va beaucoup plus loin que la littérature. Il y avait
Il y avait ce garçon à Saint-Antoine, d'ailleurs son frère avait voulu me casser la gueule à la lecture du livre, dont l'obsession était de remplir une bouteille de Coca-Cola avec du sperme. Et c'était vrai. C'était vrai. Donc des choses complètement... qui peuvent pas être complètement folles, mais ce sont des actes que posent les humains. Je dirais pas biographiques au sens où ce n'est pas moi que je raconte. Oui, mais c'est dans votre biographie le moment où c'est comme si vous découvriez Ah oui, c'est vrai, parce que... C'est ça que je voulais dire, oui. J'en parle pas souvent, mais je me suis retrouvé hors d'Haïti, aux États-Unis, à l'âge de 14 ans. Et qu'est-ce que j'étais on n'était pas dans une famille riche, mais on avait à manger tous les jours, on avait beaucoup de livres, ça c'est vrai, on était dans une sorte de tranquillité petite bourgeoise, une tranquillité de la moyenne. Et le quartier de Saint-Antoine, c'est la rue principale, avenue Poupelard. Et derrière l'avenue Poupelard, il y avait tout ce bidonville qui était en construction. Et c'est seulement quand je suis revenu en Haïti 5 ans plus tard, puisque à l'âge de ma majorité, j'ai décidé de rentrer en Haïti. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu tout ce qu'il y avait derrière. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé. On était là dans nos vies. On se croyait d'ailleurs très révolutionnaires. Mes sœurs, mon frère et moi. Mais cette vie-là, on ne la connaissait pas. Et je me suis dit, comment peut-on vouloir changer un pays quand la quantité de réel qu'on connaît de ce pays est toute petite? Et donc, après, j'ai vraiment marché dans le quartier Saint-Antoine et dans d'autres quartiers pourris pour écrire les enfants des héros. J'ai fréquenté le bas d'Elma, j'ai joué au domino dans des conditions impossibles. Tu perds, tu bois un verre de Clairin chaud, c'est tout bon. En même temps, j'ai beaucoup aimé fréquenter ce monde. Et l'une de mes grandes souffrances aujourd'hui, c'est que je ne peux plus. Déjà, trop de notoriété. Si je me retrouve dans un quartier populaire, on me dit « mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Il y a déjà cela. Ensuite, c'est vrai qu'il est très difficile d'aller maintenant pour des raisons de sécurité dans ces quartiers-là. Alors, on va parler juste un instant de la situation politique parce que d'ailleurs, la question qui est derrière, c'est comment cohabitent l'écrivain et le citoyen. Parce que là, j'ai lu récemment dans le Nouvelliste une lettre que vous avez adressée à celui qui va être finalement maintenant l'homme présidentiel, le Premier ministre. C'est pas gagné. Ah, c'est pas encore gagné? Ah non, à mon avis, c'est pas gagné. Ah. C'est-à-dire, en fait, oui, donner un petit peu le contexte, qu'on voit un peu. Parce que ce que je veux juste dire, c'est que Lionel Trouillot a écrit à Alix Didier, fils aimé, une lettre dans le Nouvelliste qui est pour moi une lettre extraordinairement littéraire, d'une ironie, enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est de la littérature, quoi. Et c'est ça que je voulais vous demander. Mais d'abord, dites-nous quelques mots sur le contexte. C'est comment l'écriture joue sur ces tableaux-là, quoi. Alors, un mot politique. Alors, qui est ce monsieur et pourquoi il risque de ne pas rester? Tout se joue aujourd'hui, hein, quasiment. Non, ça va se jouer dans les semaines qui viennent, là. Parce que, en fait, pour faire court, les États-Unis, avec la complicité de la communauté internationale, sont dans une sorte de logique de continuité, comme s'il y avait eu de véritables élections en Haïti et comme si... oui, c'est exactement ça. Il faut cette continuité. Ils disent, nous voulons de la stabilité. Et ils ont une obsession de stabilité. La stabilité, pour eux, c'est de placer une sorte de directeur exécutif de la chose haïtienne et avec tout pouvoir. Or, le fils aimé en question, et c'est paradoxal, son père était un homme de gauche très réputé, d'extrême gauche. Même le fils aimé en question,
C'est un monsieur, selon le mot créole haïtien, c'est une sorte de jobiste de la politique, c'est-à-dire c'est un employé. C'est quelqu'un que le conseil présidentiel, qui lui émanait quand même d'un consensus haïtien, avait nommé Premier ministre. Et maintenant, le mandat du conseil présidentiel arrive donc à terme et logiquement, le Premier ministre que ce conseil a engagé, lui aussi, il ne peut pas rester au pouvoir puisque sa seule légitimité, c'est d'avoir été nommé par le conseil. Or, les États-Unis ont... Donc, le conseil l'a officiellement révoqué. Les États-Unis ont, depuis lors, posé des sanctions sur les membres du conseil et dit, voilà, c'est lui qui doit rester. Ils ont fait venir leur bateau, alors que le conseil, qui quand même venait d'une discussion entre Haïtiens, le conseil lui-même n'était pas considéré comme suffisamment légitime. Donc, et c'est pour ça que j'ai écrit à ce brave garçon que s'il veut rester au pouvoir, il va devoir tuer les gens. Parce que les Haïtiens vont se mettre à manifester, il n'aura aucune légitimité. Pour sortir Haïti de ce merdier dans lequel l'international l'a foutu avec la complicité de la bourgeoisie haïtienne et de politiques intéressés par leurs intérêts personnels, il faut un véritable consensus. Qu'on foute la paix à ce pays, qu'on arrête de le forcer à faire de fausses élections. Qui a élu Michel Martelly, le peuple haïtien? Non, l'ambassade des États-Unis. Qui a élu Jovenel Moïse, le peuple haïtien? Non, l'ambassade des États-Unis. Et maintenant, il nous parle d'élections dans 6 mois. Qui vont-ils élire? Et les Haïtiens vont dire non. S'ils parviennent à avoir ces fausses élections, les Haïtiens vont dire non, le pouvoir sera contesté, et 3 ans plus tard, nous serons dans une nouvelle transition. Qu'on foute la paix à ce pays, qu'on laisse les Haïtiens s'entretuer un peu si c'est nécessaire, j'ose le dire, discuter entre eux et poser les termes d'une nouvelle organisation de la formation sociale haïtienne. Tant qu'on n'accepte pas la réalité qu'il y a quelque chose qui est arrivé à bout, à terme, le système social haïtien, la politique telle qu'elle était menée ne peut plus le réguler. Donc il faut donc laisser aux Haïtiens le temps de discuter des conflits sociaux et de dire voilà comment nous allons désormais organiser cette société. Mais cette histoire de dire voilà, il faut des élections dans 3 mois, dans 6 mois, c'est une blague, sauf que c'est une blague qui coûte beaucoup de temps à un pays et qui coûte beaucoup d'argent à un pays et qui coûte aussi beaucoup de vie à ce pays. Et ce qui est bizarre, c'est la question qui revient un peu toujours. D'ailleurs, je voudrais citer le livre de Frédéric Thomas qui est paru aux éditions du Seuil, Haïti brisé, le piège colonial. C'est un livre absolument remarquable où on comprend plein de choses. Et même Lionel Trouillot le trouve bien. Non, je rigole parce que c'est pas un Haïtien, mais il est, vraiment... ouais. Moi, je dois dire, je pensais que c'était un Haïtien. Et puis, on s'est rencontrés et j'ai été vraiment étonné de voir que c'était pas un Haïtien. Parce que voilà, l'un des rares étrangers, quand il parle d'Haïti, il sait de quoi il parle. Voilà. Et puis, juste là, pour finir, c'est la question qui revient souvent. Pourquoi les États-Unis veulent-ils absolument mettre la main sur ce qui se passe en Haïti? Ils vous ont déjà occupé de 1915 à 1934. Donc, c'est quoi leur intérêt? C'est le trafic de drogue, c'est le trafic d'armes, c'est... Pourquoi ils vous laissent pas tranquille? Vous me direz, Trump, il laisse personne tranquille en ce moment, mais ça date pas de Trump. Donc, qu'est-ce qu'ils ont avec Haïti, quoi? Ah, ça je peux pas répondre. Il faut demander ça aux sociologues, aux historiens et surtout aux Américains parce que ils doivent y trouver quelque intérêt. Mais c'est vrai que de plus en plus, et vous avez raison de souligner que ça ne commence pas avec Trump, mais avec Trump, ça a pris une expression extrêmement brutale. Les Américains disent aux Haïtiens, voilà comment nous entendons voir ce pays dirigé. Et il faut dire aussi qu'il y a quand même des contrats. Le fils aimé, il est très aimé par les Américains, déjà parce qu'il a signé un contrat avec une société de mercenaires américains en leur donnant la gestion de la douane haïtienne pendant 10 ans. Bon, venons-en au Bréviaire des Anonymes. Alors, moi, ça me paraît le roman, je ne sais pas si c'est l'expression qui convient, mais le plus métaphorique que vous ayez jamais écrit sur Haïti. Alors, on n'est pas dans l'actualité directe comme, par exemple, Bicentenaire, mais on est complètement au cœur du système et du peuple par la fiction, par le roman. Tout est là, le mouvement des campagnes à la ville, la politique, la rue, l'injustice, les rêves.
c'est une véritable performance littéraire. En plus, il est composé d'une manière extrêmement subtile, ce qui fait qu'on avance. Il y a une sorte de suspense et on apprend des choses par un personnage. Ça va être fouillé par le suivant. Enfin, d'habitude, on parle des romans de Lionel Trouillot comme étant polyphoniques. Il l'est aussi, mais il l'est de manière, comme on dit, les racines carrées ou encore plus. Là, je suis nulle, mais en puissance, je sais pas quoi. Voilà. Bref. Alors. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces anonymes et d'abord de cet enfant bossu qui s'appelle Mani, dont la mère est sous l'emprise d'une secte? Alors, à côté de chez vous, à Delma, il y a une église, il y a un pasteur. Je ne sais pas si cette fréquentation qui vous a inspiré ou si, de toute façon, l'emprise des sectes est telle que l'histoire de cette petite bossue de la rue des Fronts-Forts a pu exister, et si vous êtes inspiré d'un fait réel, puisque vous dites que tout est sous vos yeux. C'est un fait réel qui doit dater de quelques 15 ans, de plus de 10 ans. Certainement, un jour, il y avait de l'agitation dans le quartier, les gens parlaient de quelque chose qui s'était passé, mais pas dans mon quartier, plutôt vers le bas d'Elma. Un enfant bossu aurait été piétiné par les membres de la secte parce qu'il voulait sortir le diable de son dos. Et c'est quelque chose qui m'est toujours resté dans la tête. Et je dois vous dire qu'au moment où nous parlons, il se passe des choses de cet ordre. En Haïti, c'est quotidien, les gros coups de Bible sur la tête, les gens qui sont fouettés avec des branchages, les gens qui sont enfermés. L'exorcisme est une pratique quotidienne dans certaines sectes religieuses se réclamant du christianisme et sous l'obédience des évangélistes américains. La violence est réelle et c'est surtout sur les corps de femmes qu'elle est exercée. Donc il y a ce premier élément. Enfin, moi, quand je compose les livres, quand ils viennent se composer dans ma tête, ça part toujours en effet d'une anecdote, d'un fait de vie. Et puis, deux autres choses. Dans mon enfance, j'avais croisé un homme, mon père était avocat, et dans son cabinet, et il y avait des intellectuels importants de l'époque qui se réunissaient, ils étaient là à discuter un jour, et est passé un homme avec une veste bien trop grande pour lui, avec une serviette usée sous les bras, et j'ai vu qu'il parlait avec une certaine déférence. Après, j'ai demandé à mon père qui c'était cet homme, et il m'a dit que c'était un condisciple de classe qui s'appelait Ayan. On va donc le retrouver. Alors, un mot en créole haïtien, quand quelqu'un est brillant, quand on considère que c'est un génie, on dit c'est un bange. Et mon père et les autres disent ah oui, c'était un bange. Mais apparemment, c'était un type de conditions modestes, boursier. Et après, qu'il n'avait plus revu, en fait, de temps en temps, il s'amenait, il lui donnait un peu d'argent et il disparaissait. Donc l'idée de cette sorte de brillant qui n'a pas pu devenir avocat, enfin mon père était avocat, et le ministre de l'Intérieur avait un journal qui s'appelait le journal Panorama, c'était un brillant économiste. Pourquoi était-il allé se fourvoyer dans l'aventure du Valier? Personne n'a trop bien compris. Tous ces messieurs étaient brillants, des intellectuels respectables, d'une grande notoriété, et les voix comme ça, devant cet Ayan qui n'avait l'air de rien. Et là, j'ai tout de suite vu que c'était une question d'injustice sociale. C'était une question... donc voilà les deux premiers éléments. Et puis le troisième, dans l'ère PHTK, donc l'ère Michel Martelly, Jovenel Moïse, on voit bien que tous ces gens qui sont au pouvoir, ils ne sont intéressés que par leurs intérêts personnels. Et donc, quand le personnage de l'oncle, il correspond aux politiciens brillants, je veux dire intellectuellement brillants, parce qu'il y en a qui sont vraiment incultes.
Mais celui-là, c'est un type brillant qui a lu Talleyrand, qui peut vous citer Talleyrand, qui peut vous citer Machiavel. Mais tout cela, il met au service de son accession au pouvoir et surtout au service de sa volonté de rester au pouvoir. Donc c'est avec ces 3 éléments que j'ai Mais il y a quand même l'élément moteur du livre, qui est justement la présence du neveu de cet oncle. Et donc ce neveu, c'est un jeune homme non nommé. Enfin, après, on va lui trouver un nom. Il va s'appeler Crétin. Bon, enfin bon, je ne sais pas si c'est vraiment un nom, mais bon. Et ce jeune homme, en fait, a été envoyé par son oncle, pardon, dans une ville de province complètement à l'abandon, désertée, pour classer la bibliothèque d'un médecin qui s'appelle le docteur Villemain. Alors, est-ce qu'il a une Villemain ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le jeune homme part... on pourrait dire qu'il remercie son oncle tout au long du livre pour lui avoir trouvé ce travail très intéressant qui s'appelle... Le travail, c'est le évaluateur itinérant des biens culturels. Donc, je ne sais pas si ce titre existe en Haïti, mais on invente beaucoup de titres pour donner des boulots aux proches. Et donc, le rapport du neveu à son oncle, il est intéressant parce que finalement, il lui dit « Je n'ai connu de père que vous ». Et c'est vrai qu'il est le fils... alors là, c'est juste un petit peu indiqué, mais enfin, quand même, ça frappe. Il est le fils donc du frère de son oncle, par la force des choses, qui était un écrivain. Alors il n'y a pas de... Qui était fragile. Qui était fragile, oui, qui était un boulet. Qui était un boulet du point de vue de l'oncle, hein, parce que... Et il dit que d'ailleurs son frère poète était peut-être même plus intelligent que lui, sauf qu'il était fragile. Et de ne pas être fragile, pour lui, c'est quoi ? Ne pas être fragile, c'est avoir le sens de ses intérêts et de tout faire dans le sens de ses intérêts. C'est pas forcément un assassin, d'ailleurs, il le dit. Il ne faut tuer que lorsque c'est absolument nécessaire. Essayons toutes les autres méthodes. Mais quand c'est nécessaire, on voit comment il tue un enfant. Hein. Il fait tuer un enfant. Mais lui, c'est ce pragmatisme. Il ne faut pas s'emmerder avec les choses inutiles. Savoir comment arriver au pouvoir, savoir comment rester au pouvoir. Voilà l'art de vivre. Mais vous avez quand même connu un peu vous avez approché ce pouvoir, vous êtes engagé dans un collectif. Bon là, c'était pour dire non à la pour exiger le départ d'Aristide en fin 2003, je crois. Et là, d'ailleurs, c'était peut-être la dernière grande réunion d'intellectuels et d'artistes dans l'histoire récente d'Haïti, ou à moins qu'il y en ait eu d'autres vraiment de cet ordre-là qui est joué sur le pouvoir, parce que j'en reviens toujours à ce que disent des Depestre ou disaient des anciens, c'est-à-dire, mais alors, comment les écrivains haïtiens se mettent pas tous ensemble ? Pourquoi il n'y en a pas un qui devient président ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Dans la tradition, finalement, de l'intellectuel engagé qui entre guillemets, va sauver le pays, quoi. Alors... je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs. Vous ne voulez pas réagir à ce que je dis ? Non, je pense que ce qu'on a appelé le collectif Montana, il y a eu quand même des tentatives de regroupement des énergies positives d'Haïti avec une large participation des intellectuels, peut-être moins des écrivains parce qu'ils sont aujourd'hui plus dispersés. Par exemple, on a voulu relancer avec Yannick et Evelyne, Gary, on a voulu relancer l'association des écrivains ici en demandant, on a eu une grosse réunion avec des jeunes en disant aux jeunes, maintenant c'est à votre tour nous on peut rester là, nous on n'est pas loin de la mort, donc nous on peut rester là, vous conseillez le temps qu'on sera encore là, mais c'est à vous de trouver cette énergie. Je pense que ce qui s'est passé, il y a cette volonté, ce qui s'est passé, je le dis, ces garçons et filles des nouvelles générations, ils n'ont été ni scouts ni communistes. Au sens où ils n'ont pas grandi dans des activités de groupe. Ça vaut ce que ça vaut. Hein, mais ce que je veux dire, ils n'ont pas une habitude
du groupe, de la décision de groupe, hein, du militantisme de base. Ils ne l'ont pas. Ils ont la volonté politique, et quand on lit leurs écrits sont peut-être même plus subversifs que les écrits des écrivains de ma génération, mais cette habitude de travailler ensemble, cette patience, ils ne l'ont pas forcément. Et ils vivent, il faut le reconnaître aussi, dans des conditions extrêmement difficiles. Réunir 4 personnes aujourd'hui en Haïti est extrêmement difficile. Moi, au Centre culturel Anne-Marie Morisset que nous avons créé, Evelyne et moi, et quand il y a des réunions, les jeunes qui viennent des quartiers difficiles, ils dorment là. J'ai été obligé d'acheter des petits matelas pour les gens qui visitent le centre, parce que parfois il est impossible pour eux de rentrer chez eux. Donc c'est difficile. Je pense qu'il y a ces deux éléments, ces deux éléments-là. Et puis là, vous avez aussi le triomphe du capitalisme. C'est un peu pareil, ça, je crois, partout. Moi, excusez-moi, hein, quand j'en vois certaines personnes en Occident se réclamer de la gauche, c'est une gauche bien molle. Et je pense que certaines personnes de gauche en France, si elles sont vraiment de gauche, moi je suis le roi d'Espagne alors. Donc en Haïti aussi, il y a ça, il y a cette tradition de lutte, il y a tout ce parler-là, toute cette façon d'être au monde, d'être dans la vie collective qui a quasiment disparu, mais il ne faut pas être non plus trop sévère avec cette génération. Au contraire, je pense que il y en a qui font de gros efforts pour essayer de faire revivre cette tradition de résistance, de lutte et de volonté de construction de son moi dans une aventure collective positive. Et vous, votre expérience, parce que là, dans le portrait de ce politique, évidemment, on reconnaît tout simplement les hommes politiques les plus compromis, mais comme vous dites, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a aussi des choses intéressantes chez cet homme. Et vous avez vécu quand même la politique de l'intérieur. Vous avez travaillé comme secrétaire d'État au ministère de la Culture. Oui. Directeur de cabinet, oui. Vous y avez été. Non. Oui, c'était déjà trop, 1 an ou... Oui, c'était trop parce que, bon, mon ami Magali Komodeni, qui était ministre, est quelqu'un que je respecte beaucoup pour ses engagements politiques. Mon ami Pierre Buteau, lui, était ministre de l'Éducation nationale. On était tous les dirigeants du collectif, non. Et quand il y a eu la chute de Jean-Bertrand Aristide, on parle du deuxième Aristide, pas de celui qui a été légitimement élu. Parce que le premier, il a été légitimement élu, ce sont les seules vraies élections à avoir eu lieu en Haïti. Et d'ailleurs, les Américains l'ont renversé 6 mois après, avec la complicité de la bourgeoisie haïtienne. On était membre de ce collectif et, bon, il y avait une demande quasiment de la part de la société en disant il faut que vous participiez au pouvoir de transition. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce pouvoir de transition? C'est que justement, l'international, par les États-Unis, a imposé une façon de faire, toute une politique à ce pouvoir. D'ailleurs, si vous voyez le film de Raoul Peck, Assistance mortelle, donc on s'est retrouvés quasiment, et certains d'entre nous, on a eu beaucoup de discussions après, est-ce qu'on avait bien fait de s'être impliqués à ce point dans cette aventure d'un gouvernement de transition, qui quand même a réussi une chose, il a réussi les élections. Mais pas plus. Et les élections, évidemment, elles n'ont pas tenu, il y a eu encore des contestations. Alors, pour revenir au rapport du neveu à son oncle, évidemment, il y a la découverte que ce jeune homme va faire de cette bibliothèque. Et alors là, c'est amusant, cette bibliothèque, parce que on a l'impression que, en gros, c'est tout le savoir de l'Occident,
j'allais dire suprématiste, faut pas exagérer, mais enfin l'Occident triomphant, quoi. Il y a quelque chose de les mémoires d'outre-tombe, la guerre des Gaules. Alors après, il y a quoi? Histoire de ma vie de Casanova, quand même. Il y a Souvenir d'un médecin de Paris de Poumiès de la Cibouti, que je n'ai pas lu, je ne sais pas si vous le connaissez. Les écrits de Churchill, enfin bon. Et puis alors évidemment, vous parliez de Talleyrand. Et puis alors, Montesquieu s'en prend pour son grade, là. Alors là, Montesquieu, je vous lis quand même ça parce que c'est assez amusant. Assez amusant, si j'arrive à retrouver la page. Montesquieu, où es-tu? Alors, Montesquieu... bon, bah, je ne le trouve pas, ça doit être 154. Excusez-moi. Hein. Parce que quand même, ça vaut le coup. Ah, le voilà. Donc, Montesquieu, louangeur des vertus du climat tempéré, source de dynamisme, d'une bonne hygiène mentale et de pensée géniale en opposition, par exemple, aux langueurs et au laxisme congénital affectant les produits du climat tropical. Trop de soleil abruti, il faut du froid pour faire un homme. Hypothèse savante partagée vers le haut avec Aristote et Hegel, vers le bas avec les intendants et les commandeurs qui instaurèrent l'usage du fouet pour réveiller de leur torpeur les enfants trop mous des tropiques. Bon, et tout ça pour dire que ce monsieur, tout ça a quand même contribué, vous parlez aussi de Tocqueville, à la fortune de la région bordelaise en particulier, et des villes portuaires de Bretagne, avec le bois, le café, le sucre et le nègre, cette dernière marchandise pouvant être considérée comme matière première des trois autres. Donc voilà, dans cette bibliothèque, il y a... je voudrais savoir deux choses. C'est d'abord votre imagination. Là, elle a quand même peut-être eu un rôle, parce que je sais bien que vous n'en avez aucune, mais pour aller imaginer qu'un jeune homme est nommé par son oncle dans une ville éloignée, qui a une bibliothèque, un médecin, machin, tout ça, c'est... Non, déjà, sur la nomination, c'est pas... Je pense que ici aussi, il existe des emplois fictifs. Oui. C'est ce que j'ai pu comprendre. Même dans le milieu milieu littéraire. Pour cela, on n'a pas besoin de beaucoup d'imagination. Au fait, l'oncle, il aime vraiment ce neveu, et comme lui, il sait qu'il va se passer des choses. Et le neveu, il est fragile, il a la santé fragile, et physique et mentale. Il se dit, autant l'éloigner. Donc, il demande à l'un de ses collègues de lui créer un poste. D'ailleurs, le ministre dit, bon, le patrimoine est très à la mode maintenant chez les Occidentaux, on va vous trouver un titre et une fonction, et tout de suite, il lui donne son salaire déjà à l'avance. Donc ça, c'est pour protéger son neveu. Donc, pas besoin d'imagination. Ce sont des choses qui se font presque au quotidien dans la vie politique. Sur la bibliothèque, ça m'a été facile. Parce que là encore, mon père était bâtonnier de l'ordre des avocats. Alors ces messieurs, quand ils se mettaient à discuter, quand ils se mettaient à franchir l'Asie mineure avec Alexandre, quand ils... Talleyrand, tout ce monde-là a un peu pollué mon enfance. Mais en plus, c'était très agréable, c'était très beau d'entendre parler de tout ça, cette culture. Voilà, ceux qui ont réussi quelque part. Et donc là, j'ai vraiment pas convoqué mon imagination. Au fait, je pense que l'imagination du romancier, véritablement, c'est du bricolage. C'est comment vous mettez tout cela ensemble, mais les choses en elles-mêmes, pour trouver cette ville côtière abandonnée, c'est le cas de nombreuses petites villes actuellement en Haïti. Moi, tout ce que j'ai fait, mon petit travail, c'est de mettre tout cela ensemble et d'essayer de réunir tout cela dans une sorte de système. Et alors, j'ai écouté, donc j'étais intéressée par la rencontre entre Charline Vanhoenacker et Lionel Trouillot, qui a eu lieu dans l'émission de France Inter Bistroscopie, que je vous conseille parce que voilà, j'ai appris notamment une chose très amusante sur votre première lecture, qui était un roman, j'ai vraiment envie de le lire là maintenant, Jésus Lacaille de Francis Carco, paru en 1914. C'est quoi ce truc?
faut le lire. Alors, c'est histoire prostituée, proxénète, etc., etc. C'est ce sale Paris qui intéressait Carco. Moi, j'ai mentionné ce livre simplement parce que moi, la bibliothèque dans laquelle j'ai vraiment grandi dans une bibliothèque. On avait accès libre à tous les livres. Jamais, ni mon père, ni ma mère ne nous ont dit « non, il ne faut pas lire ça ». Donc vous donniez cet exemple. Donc j'ai donné cet exemple, je crois que j'ai ouvert ce livre à 11 ans, j'ai absolument rien compris. Mais j'ai ouvert à 11 ans. Les raisins de la colère, je devais avoir 13 ans quand j'ai lu ça. Et celui-là, il m'est resté là. Oui. Ouais. Ça se sent. Et donc, il y a cette bibliothèque qui va être prise en charge. Alors, je voudrais quand même signaler, puisqu'on parlait de la qualité de ce roman, enfin, vraiment très, très travaillé au niveau de l'écriture et des langues qui sont employées par les différents personnages, et notamment, justement, le neveu, qui est quand même, lui, très cultivé, hein, et qui parle aussi de la culture de son oncle. Donc, on a une espèce de langue un peu désuète, très classique, avec un ton... Enfin, c'est très agréable. On sait qu'on est avec lui, quoi, même si... Voilà. Et donc, ce neveu, il est visité par des ombres, parce que quand même, il a fait un séjour à l'asile, et il est visité. Alors, évidemment, on ne va pas raconter tout le livre, mais c'est ça le procédé comment ça avance, comment la narration avance. C'est que peu à peu, justement, les anonymes, on n'a parlé que de Mani, la petite bossue, mais un certain nombre d'anonymes vont venir la nuit posséder les songes et les cauchemars du neveu. Et en fait, peu à peu, on va les reconnaître les uns après les autres dans une rue. Et ce que je voudrais savoir, Lionel Trouillot, c'est comment est-ce que vous nommez, puisque justement les anonymes, il faut bien les nommer. Et alors on a, par exemple, la prostituée Amancia, une autre femme que celui qui tient le bar de la ville de province attend, enfin, elle s'appelle Annoncée. Lui, le très bavard propriétaire, il s'appelle Macho. Il n'a jamais connu une femme. Voilà, donc... alors, Ayane, on a compris, parce que lui, il vient directement de votre biographie. Alors, c'est ça que je voudrais savoir, les noms. Les noms, parce que c'est super important, puisque c'est bréviaire des anonymes. Je cherche dans le choix des noms, je cherche surtout à être près de la réalité. Ce sont des noms que vous allez trouver dans ces milieux-là. Donc, je ne vais pas appeler Éléonore. Il n'y a pas d'Éléonore dans ces milieux-là. Le seul nom à avoir une portée symbolique, c'est le nom Annoncé. Parce que Annoncé, c'est le titre d'une chanson populaire et une chanson venant du vaudou, annoncé aux anges de l'eau, Magosumiwa, là oui. Moi, je ne suis pas du tout vaudouisant, mais je vous laisse cet hommage à la chanson populaire, parce que c'est quand même une chanson de promesse, de quelque chose qui va être, qui va advenir. Et cette femme, qui est quand même une figure de résistance dans le livre, j'ai trouvé intéressant d'y donner ce prénom-là. Et voilà, pour le reste, c'est vraiment, j'essaie de faire au plus près de la réalité. D'accord. Et alors, bon, chacun a sa langue, comme je disais. Il y a même une typographie. Et ça arrive souvent dans vos livres. On passe de l'italique au romain, du gras au... Enfin, est-ce que vous travaillez ça? Parce que on sait bien que vous connaissez la première phrase et la dernière phrase de vos livres, que tout ça s'écrit dans la tête, et puis alors après, pendant 3 mois, et hop, voilà. Moi, je ne le crois pas. C'est-à-dire que ce livre-là, en 3 mois... je pense que c'est pas un premier jet. Je veux dire, vous travaillez et vous retravaillez ces pages. Et après, il faut bien dire à votre éditeur ou éditrice d'ailleurs. Éditeur maintenant. Mais oui. Puisque Eva a pris sa retraite, c'est avec Olivier là, aujourd'hui. Mm-hmm. Mais je dois dire sans prétention, je donne très peu de travail à mes éditeurs. D'accord.
et éditrice. Et vous Qui essaie de remettre autant que possible des livres finis. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez aussi la typographie? Ah oui, là, totalement. De mettre tout le... Totalement, D'accord. oui. Okay. Totalement, parce que pour moi, ça fait partie de l'écriture, et ces changements là dans ce livre, c'est justement pour faire parler d'autres voix. Parce que l'idée, au fond, c'est d'empêcher que ce discours aboutisse, empêcher qu'il se perpétue. Donc, il faut à chaque fois que quelque chose vienne avec un certain degré de violence, troubler ce discours. Et je pense que les changements typographiques, c'est important aussi. Ce sont des marques de ce déplacement. D'accord. Et vous avez évidemment parlé de cette jeunesse que vous fréquentez et de la notion du... Enfin, j'appelle ça le grand soir, mais c'est vrai que vous êtes resté marxiste quand même. Et donc, ce grand soir, je me souviens, il y avait dans un autre de vos romans qui s'appelle Quand j'avoue, il y avait comme ça des jeunes, et ça abordait déjà le refus de l'ingérence étrangère, la reprise en main de son destin par le peuple haïtien. Et il y a... enfin, c'est comme un leitmotiv, forcément, quoi, de comment ça peut se passer. Vous appelez ça dans vos livres, d'une certaine manière. Dans ce livre, que je considère personnellement, mais ce que moi j'en pense n'a aucune valeur, comme mon livre le plus radical, j'arrive pas à l'après, j'arrive à l'insurrection. L'après, on a peut-être tort d'essayer de décider à l'avance de ce que ça sera. Laissons l'après advenir. Pour l'instant, faisons les insurrections nécessaires. Et donc, pour moi, toutes ces voix anonymes qui refusent de l'être et qui viennent entrer dans la tête, dans la bouche de ce garçon, c'est une insurrection qui commence par le langage. Et quelqu'un a dit hier, Jean-Marie Théodat, a dit hier, et ça m'a plu, il a dit c'est un carnaval insurrectionnel. Et c'est vrai, c'est comme si tous ces gens défilent et toutes ces voix sont en train de parler en même temps. Alors on va dire, mais si tout le monde parle en même temps, on va rien entendre, mais de toute manière, quand les gens ne parlent pas, on n'entend que soi. Donc laissons-les parler. Laissons-les parler. Et d'ailleurs, on n'a même pas à les laisser parler. Il faut qu'eux, ils disent, bon, moi, je prends la parole, et puis merde. Donc c'est un peu ça, ce livre. Alors on m'a dit que j'ai sacrifié et le garçon-là, puisqu'il devient fou avec toutes ces voix dans sa tête. Mais il y a quelque chose de positif qui lui arrive. Il écrit bien mieux avec toutes ces voix dans sa tête que quand il écrit sa lettre à son oncle. Alors, bon. Oui, c'est-à-dire, parce qu'évidemment, il est dans une admiration, une déférence par rapport à cet homme. Et alors, peu à peu, on va comprendre que... Il va comprendre que c'est pas tout à fait ça, quoi. Ce qui veut dire qu'on peut être finalement... on peut être dessillé. Et alors, la question aussi des... Permettez-moi, j'aime bien le verbe déniaiser. Ces voix viennent le déniaiser. Oui, c'est vrai qu'il est particulièrement naïf et... bref. Mais c'est mignon en même temps. Et puis on sait que c'est quelqu'un qui a un problème affectif grave. Donc on le comprend un peu voilà. Et ce que je voulais vous demander aussi, c'est si c'est anonyme, parce que là, vous avez dit que vous ne pouviez plus vous promener dans Port-au-Prince parce que vous êtes connu, vous êtes une star. Donc, et puis en plus, on ne peut pas parce que c'est trop dangereux. Donc, comment mesurez-vous l'accès des anonymes haïtiens à ce livre et plus généralement à votre travail ? Déjà sur le plan de l'édition, c'est-à-dire se livrait-il dans les librairies de la Pléiade si elles sont toujours ouvertes ou ailleurs ? Il n'y a plus qu'une qui fonctionne, celle qui est située en ville, elle ne peut plus fonctionner puisque jusque-là, les bandits n'arrivent pas jusque-là, mais il n'y a pratiquement plus personne dans cette zone-là. Maintenant, Bréviaire des Anonymes n'est pas encore en Haïti, mais j'ai un accord avec Actes Sud. Quand je fais des livres avec eux, nous faisons une édition haïtienne qui est vendue à bien meilleur marché que
l'édition française est l'édition sur laquelle ni Actes Sud ni moi ne gagnons de l'argent. Tout ce qui pourrait être profit est reversé à l'atelier jeudi soir pour éditer les livres de nouveaux écrivains. Et justement, il y a aujourd'hui des jeunes qui viennent de milieux populaires qui lisent. Qui lisent, voilà. Oui. Parce que quand on entend, évidemment... Au moment où nous parlons, oui. Il y a 2 groupes de jeunes, au moins 2, je suppose qu'il y en a peut-être, oui, il est possible, fort possible qu'il y en ait d'autres, qui ont des clubs de lecture à Cité-Soleil. À Cité-Soleil. Oui. Ah oui. Il ne faut pas croire non plus que... Alors, quand on parle des gangs, c'est un phénomène extrêmement compliqué. C'est pas la même chose. Tous les gangs ne font pas exactement les mêmes choses. Ça aussi, c'est... faut qu'on arrête de caricaturer. Il y a les quartiers qui sont occupés par les gangs et c'est le chef de gang qui préside le tournoi de foot. Et je vous jure que l'arbitrage est plus régulier, peut-être plus honnête que la Coupe de France. Donc ça, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas. Mais oui, c'est ça. C'est quand même, c'est ce que disait Kathleen Mars là. Évidemment, il y a des quartiers où c'est l'abomination, c'est la mise à mort, c'est les viols. Mais c'est quand même des enfants d'Haïti, quoi. Ces gens c'est des Haïtiens. Et puis les membres des gangs, ce sont des anonymes. Ce sont des anonymes. Ce sont des conditions inacceptables qui ont produit ces garçons et ces filles. C'est pas pour dire pas pour leur donner raison dans ce qu'ils font, mais il faut toujours penser au processus qui permet aux choses d'advenir. Oui, et justement là, dans cette histoire de club, de lecture, de tout ça, quel est l'apprentissage qui aujourd'hui permet à un jeune Haïtien, étant donné que l'école ça va pas, je sais pas si vous arrivez toujours à être prof de fac et de quelle manière, est-ce que le visio dans les conditions de Port-au-Prince peut fonctionner, c'est-à-dire autrement dit la transmission qui était déjà un problème de longue date avec le départ des intellectuels et tout ça, c'est un problème de longue date la transmission, donc et le B à bas, c'est-à-dire l'alphabétisation, la culture. C'est compliqué, mais il y a encore des efforts qui sont faits pour transmettre de la part de quelques vieux comme moi. Parfois dans des cadres institutionnels, mais parfois c'est simplement des élans individuels. Là. J'ai nommé tout à l'heure Yannick Laens. Yannick fait des choses incroyables avec des jeunes. Elle prend sur elle de faire. Donc c'est de l'héroïsme de la part de ceux qui essaient de transmettre et c'est de l'héroïsme de la part de ceux qui viennent chercher. Mais cela, c'est un aspect positif de la vie en Haïti quand même. Ouais, bien sûr. Et puis, alors je voudrais qu'on aille un petit peu en poésie là maintenant, parce qu'on a commencé comme ça. Et en fait, vous avez devant vous donc ces jeunes de l'atelier. Alors vous avez 2 rendez-vous. Vous avez l'atelier jeudi soir. Alors où est-ce qu'il est maintenant l'atelier jeudi soir ? Là, on a concentré un maximum d'activités dans les locaux du centre. D'accord, qui est en face de chez vous. Oui. Donc ça facilite, voilà. Ça facilite beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que comment fonctionne cet atelier ? Qui sont les jeunes que vous y voyez ? Quelle est la part de l'édition ? Parce que moi, j'ai des livres édités par l'atelier jeudi soir, notamment Le désespoir des anges de Henri Quénol, qui est un livre absolument incroyable, qui a été repris d'ailleurs par Actes Sud. Et donc, il y a des livres comme ça. Alors, là, on est en pleine transmission, puis on est en pleine réalité de ce qui peut faire la suite de cette génération ou des plus jeunes. Voilà, qui vient sur le plan littéraire, poétique, après vous, quoi, finalement. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Moi, ça fait des années que je le dis, la grande zone de vitalité de la littérature haïtienne aujourd'hui, c'est la poésie d'expression créole. Il y a des textes d'une grande qualité. D'ailleurs, à l'atelier jeudi soir, on a décidé de faire une nouvelle anthologie
on avait sorti une anthologie de la poésie créole chez Actes Sud. On va faire une anthologie sur les 20 dernières années. Il se passe des choses extrêmement importantes, mais sans la traduction, ce ne sont pas les choses qui vont être connues en dehors d'Haïti. Et il y a vraiment des textes de qualité, avec une thématique dominée par la haine de l'État et de l'étranger. Ça revient, c'est très fort. Et la rue comme en lieu de résidence. Mais chaque poète conservant donc une singularité impressionnante. La thématique peut être la même, mais les langues sont singulières, et c'est ça la littérature. Ce qui arrive, c'est que parfois, ces jeunes n'ont pas, je dirais, la culture littéraire traditionnelle que les gens d'origine sociale plus aisés ont pu avoir. Et c'est pour ça que les activités de transmission sont extrêmement importantes. Moi, mais je ne suis pas seul. Dès qu'on me demande d'aller animer un atelier en Haïti, j'y vais. Parfois, les quartiers sont difficiles. Ils me disent, bon, on va avoir l'autorisation, tu pourras venir. Donc, et ça se fait. Il y a beaucoup aussi de leur part de demandes. Je dois vous dire que en Haïti, la littérature est le principal langage de la quête de soi à l'intérieur de la quête collective. Ce n'est pas une pensée politique, à part quelques écrits de théoriciens de la gauche, hein, quelques écrits de quelques prêtres humanistes marqués par l'humanisme chrétien. Il n'y a pas de proposition de vivre ensemble. Comment être moi sans être dans un rapport de détestation, d'injustice avec toi? C'est de la littérature et la poésie en particulier qui s'est toujours posé cette question. Ça reste le genre majeur, la poésie. Oui. Ça reste le genre majeur, même si c'est heureux de le dire. Il y a de plus en plus de textes de qualité et de textes de fiction de qualité en créole. D'ailleurs, il y a un texte que nous avons, enfin, c'est un membre de l'atelier qui l'a écrit, Litténé la guerre, ça s'appelle Titanic 16. Ça n'a absolument rien à voir avec le Titanic. Titanic 16, c'est un quartier à l'intérieur du pénitencier national de la plus grande prison d'Haïti. C'est un livre d'une grande puissance. Nous allons publier une jeune fille de 22 ans qui a écrit un recueil dont le titre est Damer, d'Amer, Hôtel, A-U-T-E-L. C'est quelque chose d'une puissance poétique effrayante, avec des vers du genre je m'invente une gorge pour avaler mon cri. C'est un texte. Il y a des textes extrêmement puissants qui s'écrivent en Haïti. L'urgence, c'est de les faire sortir, c'est de les faire connaître. Parce que, comme je le dis souvent, personne n'a élu Lionel Trouillot et quelques autres représentants de la littérature haïtienne. La littérature en Haïti, c'est vraiment quelque chose d'important. On peut trouver ça paradoxal dans un pays où pratiquement les gens sont nombreux à ne pas savoir lire. Mais là encore, je pense que c'est parce que la littérature a assumé cette fonction-là de poser la question justement de la présence au monde et du rapport à l'autre. Il y a beaucoup plus de propositions d'un vivre ensemble haïtien dans ces îles qui marchent de René Philoctète que dans les quelques écrits politiques des crétins qui se sont fait passer pour des leaders en Haïti. Vous savez, la plus grosse somme en politique d'Haïti, ce sont les mémoires d'un leader du tiers-monde de François Duvalier. Alors, bonne chance. Ouais. D'accord. Alors justement, il y a eu de grands disparus. Il y a eu... Voilà, bon, alors Georges Castras, c'est pareil, vous pouvez le lire aux éditions Actes Sud, parce que c'est Lionel Trouillot qui l'a édité, et je crois aussi aux éditions Mémoire d'Encrier, donc il faut absolument lire ce grand poète. Et puis René Philoctète, qui est votre maître, le petit René, voilà, qui savait transformer les problèmes en poèmes. Je me trompe pas. Et alors vous allez nous faire la joie de lire votre poème à René, et moi après j'en lirai. Ça vous embête? Voilà. Et puis moi j'en lirai. Non, j'ai un peu coupé, et puis après moi j'en lirai un autre, parce que quand même nous sommes à la maison de la poésie, donc bon. Hop, voilà.
Alors déjà, pourquoi Philoctète quand moi j'ai choisi de retourner en Haïti contre l'avis de ma famille. D'ailleurs, René Philoctète, justement, m'a aidé à rencontrer les anonymes d'Haïti. Et d'ailleurs, le seul reproche que j'adresse à Philoctète, qui venait de Jérémie, c'est peut-être le seul à mieux connaître la ville de Port-au-Prince que moi. Et on a sorti, d'ailleurs, publié par les éditions Atelier Jeudi Soir, et repris par Le Temps des Cerises en France, on a publié un roman posthume de René Philoctète, Entre les saints des saints. C'est une histoire d'amour entre deux gosses qui doivent avoir 12 ans et qui traversent tout ce vieux Port-au-Prince qui est en train qu'on est en train d'assassiner aujourd'hui. Je me dis, c'est pas possible, et il connaît mieux que moi. Donc Philoctète, c'est ça pour moi. C'est à la fois cette bonté, cette disponibilité pour écouter l'autre, pour voir l'autre, et cette capacité de... Comment dirais-je? Georges Castral lui-même disait qu'aucun paratonnerre ne peut nous préserver de l'éclair Philoctète, parce que c'est quand Darwish dit « aucun peuple n'est plus petit que son poème ». Ben, Philoctète, il a trouvé le poème d'Haïti. Il a vraiment trouvé le poème d'Haïti. Quand il parle, on dirait que tout Haïti parle dans sa bouche. Comment il a su faire techniquement, je ne sais pas, mais d'ailleurs aujourd'hui encore, c'est le poète le plus cité en Haïti. Si tu veux être un Haïtien inscrit dans une modernité, dans le respect de tes compatriotes et dans l'idée d'un monde à être mieux habité, ben, il faut lire Philoctète. Donc, alors, ça s'appelle René. Poète des mains déliées, liées et des amours égales en droit. Poète des herbes qui guérissent et des terres arrosées. Poète des industries nouvelles de pleine lune et de plein rendement. De vie simple pour les gens simples. Petit poète en prose de tous les jours, fragile et frais comme une cruche. René de tout, de rien. Voici qu'en ton absence, la bouche frêle des saisons ferme boutique de couleurs. La pluie qui tombe sur ta tombe mouille nos cahiers d'écoliers. Les îles piroguent à reculons. Et voici que de ville en ville, les mots s'enfoncent dans la terre. À toi, René, de tout, de rien, message codé, poste posthume, sans retour d'elle. Merci. Alors, on va finir sur la notion de rue. Alors, je ne sais pas si c'est une notion d'ailleurs, mais sur l'image de la rue, parce qu'il y a des rues tout le temps, quoi, dans votre travail. Qu'est-ce que c'est une rue? Oh, déjà, c'est l'espace de déambulation. Et là encore, je ne pense pas être le seul. Cito Cavé, c'est un poète de la déambulation. Georges Castera, c'est un poète de la déambulation. Philoctète. Nous qui sommes un peu des garçons de bonne famille, je crois d'abord il y a eu la surprise de la découverte de la rue. La vie ne se réduisait pas, heureusement, à ces univers un peu coincés et marqués par le mimétisme, en croyant faire ce qu'on fait en France. C'est un peu ainsi qu'on a été éduqués. Donc découvrir cette vie-là où les gens se permettent de danser quand ils ont envie de danser. Ils baissent dans de mauvaises conditions, mais ils baissent. Donc il y a une sorte de vie qui est très différente de notre univers coincé. Et puis, si on veut se rapprocher de ce peuple-là, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est dans la rue qu'il vit. C'est dans la rue qu'il vit. Et quand je vous disais, dans cette anthologie des jeunes poètes de langue créole qu'on va publier, mais la rue, c'est leur maison. C'est leur maison. D'ailleurs, en créole, l'expression est connue, c'est le salon du peuple. Donc, oui, et puis ça nous écarte des villas bourgeoises, et moi, je préfère. Alors moi, je me souviens d'un poème. C'est une autre forme c'est une autre forme pour arpenter la rue. Ça s'appelle « Assieds-toi ». À chaque fois, je le ressors. Alors, il le sait, hein, mais bon.
Poème pour le poème, poème pour le désir, l'homme, la femme. Assieds-toi sur moi, viens avec tes jambes nues, viens avec tes mains sur mes tempes, viens, je te regarderai bouger, comme la vie qui monte et qui descend, et tu diras, si tu continues à me regarder comme ça, j'arrête. Viens, assieds-toi sur moi, remonte-moi, redescends-moi, comme une rue de rien. C'est du Lionel Trouillot. Que vous allez donc retrouver à la sortie de cette rencontre. Il va signer bien sûr Bréviaire des Anonymes. Après une petite cigarette. Ah bah oui, quand même. Non, mais je vous signale qu'il en fume presque plus et qu'il est passé à la pipe. Hein ? Donc c'est vraiment un jour pas comme les autres, ce 7 février. Et puis ça continue à Haïti à la Maison de la Poésie, mardi, avec René de Saint-Éloi et Marc-Alexandre au Bambé, Capitaine Alexandre. Puis le 19 février avec James Noël et Arthur H. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous.